future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous intéresser à cette question des Illuminati? Et c'est quand j'ai eu les deux pieds dedans, en 1980-81, que j'ai dû aller au fond de ma recherche et découvrir finalement que cette crise économique de 81-82 était aussi artificielle que la crise de 1973 sur le plan du pétrole, et que sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes, dont le plus connu en Amérique du Nord est le CFR, c'est-à-dire le Council on Foreign Relationships. Alors c'est ainsi que de fil en aiguille, bien, ma documentation a dû s'élargir pour aller au fond du problème. Et tout est résumé dans une chose aussi simple que le dollar américain. C'est bizarre que cela puisse sembler. Si nous étudions le billet de $1 américain, nous voyons la présence de la pyramide Illuminati franc-maçonne. Et lorsque l'on connaît l'amour de la franc-maçonnerie pour le symbolisme de toutes sortes, on donne un peu plus d'importance à ces choses. Donc on remarque une pyramide avec sur la pierre fêtière l'œil d'Horus, le grand architecte de l'univers, l'œil de Satan qui voit tout, the all-seeing eye. Au-dessus, Anuit Cleptiste en 13 lettres. C'est l'annonce, l'arrivée de quelque chose. Et en dessous, ici, Novus Ordus Seclorum, le nouvel ordre des siècles, nouvel ordre mondial. Lorsqu'on plie de cette manière le billet de banque de $5, on tombe sur les deux tours, avec un début de fumée. Lorsqu'on fait de même avec le billet de 20, la fumée augmente, on le voit clairement. Dernière étape, sur le billet de $100, on ne voit que la fumée, les deux tours ayant disparu. Que fait l'insigne maçonnique Illuminati avec l'œil d'Horus en haut de la pierre fêtière de la pyramide sur le billet de banque américain? Réel mystère. En réalité, c'est le sceau des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Adam Weishaupt, un professeur de droit canonique élevé chez les jésuites et très versé dans l'occulte, forme une nouvelle organisation secrète qui va unifier toutes les communautés clandestines dans un but invraisemblable, prendre le contrôle absolu du monde et de ses ressources afin de parvenir à une domination totale des peuples. Il y ajoute ses propres connaissances occultes. Pour fonder sa communauté, il ne choisit pas le 1er mai par hasard. C'est une date importante dans le calendrier satanique. Le groupe est baptisé Illuminati, soit inspiration intellectuelle pour la version officielle. Mais en privé, Weishaupt déclare lui-même que le terme est dérivé de Lucifer et signifie porteur de la lumière. Le sceau officiel est une pyramide mystique tronquée, coiffée d'un œil dont les rayons lumineux se propagent dans toutes les directions. L'œil symbolise la connaissance de la confrérie d'illuminés qui règne au-dessus du monde. À l'intention de ses disciples, le fondateur énumère les 5 grands moyens secrets qui vont permettre d'accomplir son but obscur, la domination totale du monde. Et quand on voit sur le dollar américain « In God we trust », le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité, ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auxquels les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale
et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'illuminatisme représente. Nous savons tous que la connaissance mène au pouvoir, mais la connaissance occulte est encore plus puissante. Et les Illuminati, si c'est encore leur nom, sont un mouvement dont le mot d'ordre est la fin justifie les moyens. Ils feront tout pour mener à bien leur projet. Ils tueront, détruiront, banqueront, escroqueront, voleront, peu importe. C'est une menace efficace, car ils se feront passer pour n'importe quoi. Des libéraux, des conservateurs, des fascistes, des communistes, des démocrates, des républicains, ils sont tout ce qui leur permet de poursuivre leurs desseins. C'est une puissante conspiration secrète d'une grande efficacité. Je savais vaguement qu'il s'agissait d'hommes et de femmes de pouvoir qui se réunissaient chaque année. Partout aux alentours, il y avait des policiers en uniforme ou en tenue de combat qui bouclaient les lieux. L'endroit était placé sous haute surveillance. J'ai eu la forte impression qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Ces personnes se réunissent pour discuter et prendre des décisions. On se demande de quoi ils parlent et pourquoi, et dans quelle mesure les décisions qu'ils prennent influent sur le monde. Mais il s'agit ici d'une secte gnostique. Donc il s'agit de gnose, une secte gnostique d'origine manichéenne. Donc c'est une déviation de la foi chrétienne où, selon la doctrine manichéenne, il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Pour les Illuminati, le Dieu du bien, c'est Lucifer. Le Dieu du mal, c'est Yahweh. Et alors, ça explique pourquoi tout dans leur liturgie, dans leur littérature, dans leur pensée, dans leur action, il n'y a qu'un service et une allégeance possible, c'est l'allégeance à Lucifer. Pour que, grâce à leur action d'illumination, par voie d'initiation, ils puissent finalement amener le monde sous le régime universel et unique de Lucifer, prince de ce monde. Janvier 1989. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. George Bush est assermenté 41e président des États-Unis. And will, to the best of my ability, devant le peuple américain, il fait le serment de défendre la Constitution. So help me God. Congratulations. 11 ans plus tard, George W. Bush suit les traces de son père. Mais peu d'Américains savent que le père et le fils ont déjà prêté serment à une société mystérieuse très puissante, que l'on nomme Skull and Bones. C'était pendant leurs études respectives à la prestigieuse université Yale. L'ordre des Skull and Bones a été fondé sur le campus de Yale en 1832 par un général Russell, qui s'est inspiré des loges de la franc-maçonnerie allemande, où l'on retrouve beaucoup de têtes de mort, de crânes, de squelettes, de cercueils et d'autres symboles du genre. Les Bush, père et fils, ont non seulement dîné avec le diable, mais se sont souvent invités à sa table. Outre le président Bush et son fils, on compte parmi les membres éminents John Kerry, sénateur du Massachusetts, et William F. Buckley fils, porte-parole conservateur. Tous les ans, 15 membres sont sélectionnés parmi la classe de première année dans le cadre d'une cérémonie spéciale. À cette occasion, les initiés donnent une petite tape dans le dos des nouveaux reçus. Oui, alors ça veut dire ceci. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des francs-maçons. Il existe beaucoup de francs-maçons qui ne sont pas illuminatistes. D'ailleurs, les Illuminati ne sont pas intéressés par le petit crétin des francs-maçons du 10e, 9e, 8e, 7e degré.
Les francs-maçons que nous connaissons habituellement, publiquement, là, ce sont ceux du 1er, 2e et 3e degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpital d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines formes de loges maçonniques. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la franc-maçonnerie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de franc-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. Apprentis, compagnons, maîtres, 1er, 2e et 3e degré. Petits ou grands bourgeois, commerçants, artisans ou industriels, ministres ou chauffeurs de taxi, fonctionnaires ou saltimbanques, voilà les francs-maçons, ceux d'aujourd'hui. Peu ou pas d'ouvriers, pas de paysans. Ces hommes, ces femmes mêlent en leur loge un cérémonial ancien à une réflexion philosophique, sociale, voire politique, ce qu'ils nomment leurs travaux sous la conduite en loge du vénérable maître. Et surtout, ils pratiquent un rite. Le plus connu est l'écossais, ancien et accepté, qui est divisé en 33 degrés. Chaque passage de grade en cette société très hiérarchisée est une cérémonie solennelle où sont communiquées de nouvelles connaissances initiatiques, de nouveaux mots de passe, de nouveaux secrets. Pourquoi dites-vous qu'elle est gnostique? Elle est gnostique parce que ceux-là seuls peuvent connaître le contenu de l'illumination qui ont été initiés. Dans la loge bleue, il y a 33 degrés d'initiation. Et à chaque niveau d'initiation, il y a une nouvelle connaissance qui est communiquée. Le mot gnose veut dire une connaissance, mais une connaissance réservée uniquement aux initiés. Une connaissance qui est refusée à ceux qui ne sont pas initiés. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la gnose et la foi. La gnose procède par voie initiatique, la foi par proclamation ouverte de la parole de Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une gnose, donc une secte gnostique de caractère manichéenne, parce qu'on croit qu'il n'y a pas un Dieu mais deux dieux. Et comme il s'agit des plus hauts niveaux de la franc-maçonnerie, eh bien, il y a un contrôle qui s'exerce sur tous les niveaux inférieurs. Or, ce qui se passe au niveau des Illuminati, c'est ceci. Les Illuminatistes procèdent par l'initiation des 7 degrés selon le rite écossais, ce qui les conduit automatiquement au 20e degré. Eux court-circuitent le système et arrivent très vite à la plus haute forme de domination qui s'exprime par cette pyramide. La pyramide est le symbole privilégié de la maçonnerie. Et ce symbole recouvre un contenu considérable, car on sait que dans la pensée gnostique, comme dans la pensée initiatique, la pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord par le CFR dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables qui contrôle tout le Commonwealth. Les Illuminati auraient infiltré les francs-maçons et outre-Atlantique, dans une Amérique prospère, ces derniers ont fait preuve d'une étonnante capacité à infiltrer le gouvernement des États-Unis jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. C'est à se demander quel président américain n'était pas franc-maçon. De Franklin Roosevelt à George Bush, de Harry Truman à Reagan, la liste n'en finit pas. Presque tous les présidents l'ont été. C'est amusant de voir qui ont été ou qui sont les francs-maçons. L'astronaute Buzz Aldrin, John Wayne, Bob Hope, W.C. Field,
C'est à se demander ce qu'ils tirent de la franc-maçonnerie. C'est une confrérie, et c'est justement là que le bas blesse. Franklin Roosevelt est de ceux qui a atteint le plus haut degré maçonnique. Il a mis longtemps à gravir les échelons. Gerald Ford a sans doute été nommé à titre honorifique, mais certains initiés estiment qu'un tiers des présidents américains étaient francs-maçons. Au cours de la présidence de Franklin Roosevelt, le billet $1 subit une modification subtile dont certains affirment qu'elle annonce l'arrivée d'une puissante confrérie secrète aux États-Unis. Il y a d'abord le sceau, qui comporte de nombreux signes distincts, puis les flèches et la branche d'olivier. Ici, nous avons l'œil de la connaissance au sommet de la pyramide, mais il est séparé du corps de l'édifice. C'est une imagerie Illuminati qui indique qu'ils sont les seuls à disposer de cette connaissance et que le reste d'entre nous est ici, au pied de la pyramide. Le ministre des Finances, Henry Wallace, qui selon Simon Cox était un franc-maçon, a introduit les symboles maçonniques sur le grand sceau du billet vert. Il a également ajouté ces mots effrayants. Le terme Novus Ordo Seclorum signifie Nouvel Ordre Mondial. Les francs-maçons parlent de Dieu, du grand architecte. Autrement dit, nos billets de banque évoquent un ordre nouveau, et pourtant la plupart des gens n'en savent rien. Le billet vert n'est peut-être qu'un début de preuve que le gouvernement de la plus grande nation libre a été infiltré à travers les Templiers, les Illuminati et à présent les francs-maçons. Le monument de Washington est un obélisque qui a la forme d'une structure égyptienne, dont la signification est essentiellement identique. Elle était initialement dédiée au dieu Osiris, mais elle représente le pouvoir de tous les dieux. Le tracé de la ville de Washington, D.C. met en valeur l'architecture sacrée. Le Capitole, la Maison Blanche et l'obélisque sont les trois édifices les plus importants. Le groupe de Bilderberg constitue la preuve la plus saisissante de l'influence des Illuminati. On peut dire que c'est l'un des groupes les plus puissants du globe et de nombreuses personnes le soupçonnent de diriger l'économie et les gouvernements du monde entier. Le groupe de Bilderberg est apparu en 1954. Il a été fondé par un autre franc-maçon, le prince Bernard, qui appartenait à la dynastie mérovingienne, d'après ses dires, et était également affilié aux nazis. Le groupe se rencontrait dans un hôtel des Pays-Bas, l'hôtel Bilderberg, dont ils ont conservé le nom. Au cours de l'une de leurs réunions, David Rockefeller, que beaucoup de gens considèrent comme un marionnettiste dirigeant les chefs de file du monde entier, a suggéré de créer une commission qui est devenue la commission trilatérale, dont le nom fait allusion, par pure coïncidence, aux trois côtés d'une pyramide. L'objectif du groupe de Bilderberg était une Europe unie qui débuterait par un marché commun. Les bureaucrates contrôleront toute l'Europe. Il n'y aura plus de frontières. Le règne d'une minorité sur la masse. Certains attribuent la création de l'Union européenne au prieuré de Sion. François Mitterrand aurait été un de ses membres, tout comme beaucoup d'autres puissants de ce monde. Il y a une grande part de secret, surtout au sein du groupe de Bilderberg. Il y a une grande part d'intimité autour de ce qui se décide au sein de la commission trilatérale. Et le fait qu'ils aient envie de façonner le monde selon leurs desseins, de déterminer ce qui est bien et les moyens d'y parvenir, permet de faire le lien avec le nouvel ordre mondial, la pyramide, l'œil et la tradition maçonnique. Alors vous avez des grandes familles qui sont consacrées à Satan au plus haut sommet des Illuminati, notamment les familles Rothschild. Et quand je dis Rothschild, vous savez, faut comprendre une chose. Il ne s'agit pas seulement de la famille du baron de Rothschild. Ça, c'est une branche des Rothschild qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la Banque d'Angleterre. Ils étaient 5 frères, n'est-ce pas? Oui. Alors, leur véritable nom était Amschel. Et ils ont reçu le nom et le titre de Rothschild
par le fait qu'ils étaient des prêteurs et que le mot Roth veut dire rouge et shield, écu. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient prêté notamment au prince de Savoie, comme ils avaient prêté au roi de France, comme ils avaient prêté au roi d'Italie, eh bien à ce moment-là, les redevances étaient, comme ils ne pouvaient pas remplir leurs obligations, de leur confier des baronnies et des lordships. Et c'est ainsi que les Rothschild ont contrôlé un grand secteur, notamment en Europe, c'est-à-dire la France, la Suisse et l'Angleterre. En Amérique, ça a été principalement la famille Rockefeller. Et beaucoup de gens ne savent pas que les Rockefeller ne sont pas juifs. Les Rockefeller sont français. C'est de Roquefeuille. Et les Rockefeller ont construit leur fortune aux États-Unis et pour réussir en Amérique ont pris le nom de Rockefeller. Mais originalement, c'était des Huguenots français qui ont quitté la France à cause de la persécution, qui finalement se sont établis sous le nom de Rockefeller et ont créé l'empire que nous connaissons. Et la pyramide que j'ai ici présentement illustre l'empire Rockefeller qui contrôle non seulement l'Amérique du Nord, mais qui contrôle aussi tous les intérêts affiliés des multinationales sur le plan économique. Une société secrète comme Tête de Mort et Tibia a une énorme influence politique, tout particulièrement sur la politique étrangère. Les membres étaient jusqu'à présent soigneusement sélectionnés dans les meilleures familles. Les Bush, les Bundys, les Rockefellers, les Taft, avec les mêmes profils, des hommes blancs, protestants et riches. Je pense que ça fait partie d'une petite mafia, très bien organisée, qui a trompé le peuple américain. Dans la région immédiate de Glasgow, il y a le château Rothschild qui abrite un des principaux temples sataniques où annuellement les 8 grands chefs du monde se rencontrent avec les 13 du Coven. Et ce sont les mêmes 13 prêtres druides qui sont les personnes consacrées au culte de Satan et qui doivent présider au contrat satanique à l'intérieur et de la franc-maçonnerie et des Illuminati. Parce qu'au sommet, francs-maçons et Illuminati se confondent. Tandis qu'en bas de l'échelle, disons en bas du 20e degré, quelqu'un peut être franc-maçon sans jamais avoir même entendu parler des Illuminati. Et c'est ça qui est la confusion. Maintenant, d'autre part, en dessous des 13 qu'il y a ici, là, les 13, parce que pour faire un coven, il faut 13 prêtres, vous avez les 33 grands initiés. Ça, ce sont les 33 chefs du 33e degré qui nécessairement appartiennent aux 8 familles dont j'ai mentionné les noms, qui, eux, contrôlent les 500 Bilderbergers. Et c'est intéressant parce que tout récemment avait lieu à Montebello la 24e rencontre des Bilderbergers. En juin 83, n'est-ce pas? En juin 83. Et cette rencontre de Montebello était capitale et devait se faire avant la rencontre de Williamsburg parce qu'on décidait de mettre en marche le nouveau système monétaire pour le monde pour 1986. Il fallait donc que les 500 Bilderbergers établissent leur décret avant que les ministres des Finances puissent prendre leurs décisions pour orienter l'économie vers l'intégration du Cashless Society pour 86. Et ça se passait à 2 pas d'ici, à Montebello. Vous savez pourquoi Montebello? Pourquoi? C'est parce que Montebello est le lieu où a été enterré Louis-Joseph Papineau. Louis-Joseph Papineau était un franc-maçon, illuminatiste, et c'est sur la tombe de Louis-Joseph Papineau que se font des initiations, soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, les sommets économiques ont lieu à Montebello. Il y en a eu un sommet économique il y a 2 ans, et il y a eu cette année encore la rencontre des Bilderbergers, parce qu'après, il y a l'initiation des grands initiatives, des grands Illuminati, qui remplacent ceux qui sont décédés ou qui ont été limogés dans le cours de leur exercice. Des présidents des États-Unis, président de France, président
le Premier ministre d'Angleterre, le Premier ministre canadien, toutes ces personnes-là, est-ce que ces gens sont au courant? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que c'est conscient, ces rencontres face à cette mainmise mondiale, à vos illuminations? C'est bien clair que c'est connu, su et volontaire. Parce que pour pouvoir avoir accès au haut niveau des Illuminati, il faut d'abord que tu aies accès aux Bilderbergers. Il y a 1600 Bilderbergers dans le monde. Qui sont les Bilderbergers? Madame, Monsieur, bonsoir. Les personnalités les plus influentes du monde réunies dans le plus grand secret à Genval, dans le Brabant wallon. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Cocard ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Est-ce que vous avez vu Bill Clinton? Non, non, non. La reine Béatrix? Je n'ai vu personne. Est-ce que c'est la voiture de Bill Clinton? Ah non, pas du tout. Non, non. Celle de la reine Béatrix? Non plus. C'est la voiture de qui? Non plus. C'est la voiture de M. Strauss-Kahn. Mais voilà, le chauffeur de la reine. C'est vous alors le chauffeur de la reine Béatrix? Non.